Cette semaine, enquête, à qui profite le plan Nord? Et la façon dont le territoire va être exploité, moi, c'est important que je sois impliqué, que je sois là. Tu sais, les bureaux sont à Québec. L'administration est à d'autres bouts. Comment veux-tu que les gens s'informent? Il n'y a rien ici au conseil de bande. Ils sont jamais là pour nous informer. Tous des Québécois, des Blancs qui profitent de ça, là. Je suis pas raciste, là, mais regarde, on doit être sorti gagnant là-dedans, là. Et pourquoi le Centre jeunesse de Montréal a-t-il laissé des enfants vulnérables entre les mains d'un couple de profiteurs pendant des années? Je me rappelle d'avoir été très haut là, avec les chefs de service, les adjoints cliniques, pour leur dire, écoutez, il se passe quelque chose là-bas, là, les enfants n'ont même pas de manger. Ça a continué, cette histoire-là, pendant 2-3 ans, alors qu'on l'avait dénoncé comme une aberration de système. Lorsqu'on apprend qu'il y a eu plusieurs interventions et que l'action n'a pas suivi, on est encore plus choqué. Bienvenue à Enquête. La richesse annoncée par le plan Nord échappe aux communautés autochtones de la Côte-Nord. Pourtant, le gouvernement et les entreprises impliquées dans le plan Nord accordent des contrats aux Inuits pour qu'ils puissent eux-mêmes participer à la construction de certaines infrastructures et effectuer certains travaux. Une équipe d'enquête a découvert que des ententes confidentielles, des partenariats confus et des montages financiers complexes font en sorte que ce sont surtout des entreprises du Sud, non autochtones, qui, en s'associant avec les Inuits, font des profits importants. La colère gronde dans certaines communautés Inuits qui critiquent non seulement les partenariats qui, à leurs yeux, ressemblent à des façades, mais aussi leurs propres leaders politiques qui les ont mis en place. Enquête sur le plan Nord, qui est loin de faire l'unanimité au sein des Premières Nations. Le plan Nord est déjà en marche. On construit un barrage hydroélectrique, des lignes de transport, des routes, et tout ça en territoire autochtone. Le plan Nord, ça fait peur au monde, là. Il faut regarder vraiment c'est quoi les impacts. C'est bien beau de créer de l'emploi, mais ça va être dévaster le territoire comme ça, là, sans le savoir, là. Dans les réserves, la colère gronde. Beaucoup d'Inuits s'opposent au plan Nord. Ils craignent d'être les laissés pour compte de ce boom économique. Ils nous ont dit tout le monde va avoir la job, tout le monde va être heureux, mais c'est pas ça! Pourtant, les conseils de bande ont créé plusieurs entreprises pour profiter du plan Nord. C'est des millions pour nous tasser. Voilà les millions, retournez dans vos réserves puis laissez-nous faire. Sur papier, les conseils de bande dirigent des compagnies qui réalisent des millions de dollars en travaux. Sur le terrain, c'est différent. On a affaire à des compagnies autochtones qui n'ont même pas une pelle ronde à leur actif. Je veux dire, c'est des compagnies bidons, là. Alors, qui en profite? Ils savent très bien que d'abord on sert les premiers. Ils savent très bien que c'est pas nécessairement pour eux. Joël Malek est un Innu de Natashquan. Il a étudié en opération forestière à l'université. Il se demande pourquoi il ne travaille pas au plus gros chantier forestier jamais entrepris par sa communauté. Moi qui ai fait les sacrifices de sortir de la communauté, d'aller faire des études supérieures, de revenir dans la région, c'est une question qui se pose, puis que, pour ma part, j'ai jamais trouvé de réponse concrète, là. Le conseil de bande de Natashquan a obtenu un contrat sans appel d'offres avec Hydro-Québec. Plus de 30 millions de dollars pour déboiser le futur réservoir qui sera inondé au chantier hydroélectrique de la Romaine. Hydro-Québec octroie des contrats aux Autochtones pour faire baisser la tension, tu sais. Il va l'octroyer, genre, parce que c'est une mal nécessaire pour eux autres, là, d'octroyer des contrats aux Autochtones, tu sais. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils ne l'octroient pas, ils n'auront pas la signature en bas pour dire, bon, on fait le projet, on fait le barrage. Comme le conseil de bande n'a aucune expertise en déboisement,
Il a créé une compagnie pour s'associer à Rémabec, une entreprise du Lac-Saint-Jean dans laquelle Saputo a des intérêts. On crée des entreprises que le conseil de bande est propriétaire à 50 %. Il faut qu'ils soient majoritaires pour avoir des contrats gré à gré avec les gouvernements ou avec Hydro-Québec. Mais du jour au lendemain, tu les vois, ils ont une compagnie de forage, il y a une compagnie forestière, il y a une compagnie de construction, du monde, genre, qu'ils dépendent de leurs partenaires. Le conseil a beau être majoritaire, ce n'est pas lui qui fait les travaux. Et Rémabec n'a pas engagé Joël Malek. Ces contrats-là ont été négociés à huis clos sans savoir genre, comment que ça s'est réglé. Puis même aujourd'hui, c'est encore flou comment que ça roule, ces compagnies-là. Pour travailler, il a donc créé sa propre entreprise et quitté sa communauté. Hydro-Québec donne des contrats gré à gré à des communautés autochtones. Puis après ça, ils s'en lavent les mains. Gérez vos affaires, mais venez pas chialer, là. Natashquan, au bout de la route, à 1300 km de Montréal. La population ici s'attendait à ce que ce contrat, pour lequel Hydro-Québec paie plus cher que le marché pour former des Autochtones, fasse travailler les gens, car un adulte sur 2 est sans emploi. Est-ce que vous avez vu cette richesse-là ici? Est-ce qu'il y a eu des retombées? Non, juste quelques malheureux emplois, une dizaine d'emplois. Pourquoi vous dites malheureux emplois? C'est juste ça, comme on va tomber sur 34 millions de contrats. 34 millions, imagine, 34 millions de contrats de déboisement du bassin RO2. Daniel Lalot est un ancien conseiller élu. À ce titre, il a participé aux premières négociations des contrats entre les compagnies Inuits et leurs partenaires non autochtones. Notre partenaire, il nous a promis qu'il engagerait pas seulement du personnel, qui donnerait des contrats aussi à la formation de nouveaux compagnies de partenariat avec des Autochtones et non autochtones. Mais c'est pas le cas. Ils ont tous donné carte blanche à notre partenaire pour opérer ça. Si bien que plusieurs se demandent si Rémabec n'est pas le seul à faire de l'argent. Les gens, ils travaillent pas, ils n'ont aucun travail. Puis moi, ça me choque des fois. J'ai dit à Hydro-Québec, moi, j'ai dit, là, vous formez, vous donnez de l'argent à des grosses compagnies, puis vous donnez de la formation, puis nos jeunes, quand ils arrivent ici, ils n'ont pas de travail. C'est quoi ça? Marie-Paul Malek siège au conseil d'administration de la société qui gère les sommes prévues pour la formation qui est donnée aux Inuits. Hey, on a donné 150 000, peut-être plus à Rémabec, là. C'est lui qui est allé chercher la formation. Puis il y en a combien qui travaillent, tu penses, au projet de la Romaine? Il n'y en a pas. Le conseil de bande de Natashquan s'est laissé convaincre par Rémabec de devenir copropriétaire de 7 scieries, situées à Rivière-Saint-Jean, à 200 km de Natashquan. Aucun Autochtone n'y travaille. Mais alors, pourquoi acheter la scierie? Bien, on a acheté parce qu'on se préparait pour faire le déboisement ici à Natashquan, puis à Rivière-Romaine, puis c'était une opportunité d'affaires, puis on a évalué. Rémabec a refusé de nous laisser filmer à l'intérieur. Le patron refuse de nous parler. Moi, depuis que je suis à Natashquan, tu sais, j'ai jamais vu d'assemblée générale pour consulter la communauté sur les projets que le conseil de bande faisait. À tel point que ce printemps, des femmes ont barricadé le conseil de bande et exigé que le chef tienne une assemblée générale. En vain. Nous sommes allés au conseil de bande rencontrer le chef, François Bellefleur. Oui, bonjour, chef, c'est Anne Panassoc. Mais c'est au téléphone que nous l'avons rejoint, à Québec, là où se situent les compagnies de la communauté. Mais il a refusé de nous parler. Le conseil y tient souvent ses réunions, à 1000 km de sa population. Comme si la ville de Saguenay tenait ses réunions du conseil municipal à New York.
moitié des bureaux sont à Québec. L'administration est à d'autres bouts. Comment veux-tu que les gens s'informent? Il n'y a rien ici au conseil de bande. Ils sont jamais là pour nous informer. Mais le chef a eu le temps d'accompagner Jean Charest sur différentes tribunes pour vanter le plan Nord, comme ici à Sept-Îles. Un plan Nord jamais discuté avec sa population. Et dans la façon dont le territoire va être exploité, moi, c'est important que je sois impliqué, que je sois là, pour que je puisse, mettons, avoir mon mot à dire dans ce développement. Un autre projet du chef divise la communauté, celui de la construction du pont et du prolongement de la route, au-delà de Natashquan. Le conseil de bande a obtenu le contrat sans appel d'offres du ministère des Transports, plus de 70 millions de dollars. Et là encore, le conseil a créé une compagnie, Construction Actique, pour faire les travaux. Mais c'est l'associé minoritaire, une compagnie de Québec, Construction Polaris, qui est maître d'œuvre. Rodrigue Wapistan s'inquiète de la façon dont le conseil gère le contrat. Nos aînés, ils nous ont légué ça, tu sais. Ils nous ont dit que prenez soin de cette rivière-là. Il craint que le pilier du pont, en plein milieu de la rivière, ne détruise l'activité traditionnelle de pêche au saumon. C'est mon homme, c'est ça qu'on veut préserver, là. C'est pour ça qu'on veut pas de pilier ici, là. C'est le pont, là, 138. Pourquoi je suis contre ma rivière ici, qui est là, c'est notre IGA. Pourquoi le pont détruirait la rivière? Parce que je fais pas confiance à un pilier qui va déranger la nature. Ici aussi, le ministère a payé plus cher que le marché, 20 % de plus, pour que l'entrepreneur forme et engage des Autochtones. Si plusieurs ont été formés, peu sont engagés. Rodrigue Wapistan croit que le chef a surtout permis aux partenaires de faire de l'argent. Tous ces systèmes qui ont été implantés par Bellefleur, là, François Bellefleur, mais c'est tous des Québécois, des Blancs qui profitent de ça, là. Je suis pas raciste, là, mais regarde, au moins, on doit être sorti gagnant là-dedans, là. Le directeur général de Corporation Attic défend la stratégie des élus. Vous avez 35 millions qui est donné par Hydro-Québec pour déboiser. Vous avez aussi presque 70 millions donnés par le ministère des Transports du Québec pour faire la route. C'est pas vous qui en profitez, c'est des entreprises blanches. Oui, mais écoutez, là, on peut pas, là, il faut commencer à la base. C'est comme je vous ai mentionné, un bébé ne peut pas naître adulte tout de suite. Il faut que le bébé grandisse. Samedi le 9 juin 2012. Ces questions ont créé une véritable crise politique et sont devenues l'enjeu des élections au conseil de bande. La radio communautaire annonce les candidats à la chefferie. Rodrigue Wapistan se présente. Il souhaite faire le ménage dans les différents contrats. Qu'est-ce qui revient pour la communauté? Combien de scènes qui reste? Je sais pas. On sait pas. On sait pas. La crise résonne jusqu'à Ottawa, où le député fédéral de la Côte-Nord, qui est un avocat Innu, est littéralement choqué par ce qu'il voit. Aussi, mais lorsqu'on jette un œil au final, comment l'action sur le terrain se déroule, comment les activités s'observent sur le terrain, eh bien, on se rend bien compte que c'est une fiction, que c'est une société écran, que c'est un véhicule corporatif fondé. Après la pause, la colère gronde dans les réserves contre leur propre leader politique. Actuellement, ce que ça amène dans la communauté et dans les communautés Innu en général, c'est le chaos. Sept-Îles. Des Inuits bloquent la seule route qui se rend au chantier d'Hydro-Québec, à la rivière Romaine. Ils empêchent les camions de ravitailler le site. 5 jours plus tard, Hydro-Québec obtient une injonction pour ouvrir la voie. Denise Jourdain est une des femmes arrêtées aux barricades. Si on veut faire valoir nos droits, il faut désobéir. Pour se faire entendre, il faut désobéir, puis pourtant, on est chez nous.
La population de Ouachat-Maliotenam refuse l'entente qu'Hydro-Québec et leur conseil de bande ont signé pour dédommager les Autochtones. 2 fois non en référendum. Mais Hydro-Québec poursuit les travaux. Mais qu'est-ce que vous voulez? Plus d'argent? Non. C'est pas ça, moi. L'argent, là, c'est pas ça. De toute façon, c'est ce qu'on dit. L'argent, ça jamais... Ça amène plus un élément là, pour diviser. Plus que de l'argent, la population veut contrôler ce qui se fait sur son territoire. Pour faire connaître leur opposition au Plan Nord, des femmes ont marché jusqu'à Montréal, un périple de plus de 1000 kilomètres. D'autres ont campé sur le bord de la route, près de cette île. Ils en ont contre leur propre conseil de bande, qu'ils négocient aussi en secret avec des compagnies minières. C'est la nation qu'il va falloir qu'ils se lève et puis donner des lignes directrices à leur conseil de bande. Ces conseils, c'est avant de s'asseoir avec les compagnies minières. Ça aurait été préférable qu'ils viennent s'asseoir avec nous autres. C'est nous, terre à nous autres, ben, qu'ils prennent la peine de venir s'asseoir avec nous autres, qu'on discute ensemble, puis qu'on décide ensemble c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec nos terres. Car si une partie de la population conteste, le conseil de bande, lui, est en mode négociation avec les minières. Là, ça, c'est tout votre territoire traditionnel. Oui, ça. Dans le territoire traditionnel des Inuits, qui couvre la fosse du Labrador, où se trouve l'essentiel du minerai de fer, il y a 5 compagnies en opération. À défaut de pouvoir les bloquer, le conseil de bande de Ouachat-Maliotenam a décidé de soumissionner pour faire certains des travaux. Il n'y a aucune compagnie qui est venue nous voir pour nous dire « Venez, on vous engage les petits Indiens ». Il faut trouver une autre façon de faire. Aujourd'hui, on ne veut pas nous donner de la job. Il faut qu'on crée notre job à partir de ce genre de partenariat-là qu'on est en train de le faire. Puis sans ça, personne ne va le faire. Et la façon de faire est de créer une compagnie Innu majoritaire qui s'associe à des partenaires du sud du Québec qui sont, eux, minoritaires, comme à Natashquan. Pour calmer les contestataires, le conseil de bande a créé un comité pour informer la population des négociations en cours. Mais même celui qui dirige ce comité n'a pas vu les ententes avec les partenaires. Vous avez vu les ententes avec Dexter, puis de Béton Brunet, non, pas puis avec Relcantec, puis tout ça? Non, on n'a pas vu cette entente-là, non. Les ça vous intéresse? Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Ça fait longtemps que je cherche, mais on ne veut pas me fournir. Les voici, ces ententes. Des ententes de partenariat signées avec Dexter, une compagnie de la Nouvelle-Écosse, mais aussi avec Béton Brunet, Relcantec, Cima Plus, des entreprises du Québec. Et pourtant, les ententes sont en anglais, alors que peu d'Inuits le parlent. Ce sont ces entreprises du Sud qui sont les maîtres d'œuvre des travaux et empochent l'essentiel des revenus. Par exemple, le conseil de bande a obtenu, avec son partenaire Dexter, un contrat de 100 millions de dollars avec la minière Cliff au lac Bloom. En vertu du partenariat, 7,5 millions de dollars iront aux Autochtones, 92,5 millions à Dexter. Nous avons tenté à maintes reprises de parler au chef de Ouachat-Maliotenam pour en savoir plus sur ces ententes. Deux mots quand même sur le développement économique et les ententes que vous avez. Bien, je t'avais dit tout à l'heure que c'est pas à moi à répondre à ces questions-là. Mais c'est vous le chef. Il y a des élus, il y a des gens qui ont élu des gens pour travailler dans ces dossiers-là. Ben, qui allent voir ces gens-là pour qu'ils puissent répondre. Oui, mais c'est vous le grand chef, c'est vous Louis Tchémou, c'est vous qui êtes responsable de tout ça. Il a désigné un conseiller pour répondre à nos questions. C'est eux qui font les travaux et qui ramassent le gros des profits. C'est quoi l'avantage pour les Inuits? Mais t'as peut-être pas tout regardé l'entente. À l'intérieur de ça, il y a de la formation qu'il faut être inclure. Je pense, faut que tu le calcules aussi. Tu as des emplois qui sont à l'intérieur de ça, il faut que tu les calcules aussi. Il n'y a aucun plancher. Il n'y a aucun plancher. Oui, mais ça vient de commencer. Laissez-nous le temps de le commencer. Tu vas voir qu'il y aura des emplois à l'intérieur de ça. Dexter nous a dit qu'il a créé des emplois pour les Autochtones, sans préciser combien. Pour obtenir le contrat du lac Bloom, le conseil de bande a écarté un des rares véritables entrepreneurs de la réserve, qui avait lui aussi soumissionné. Quand la compagnie minière veut voir un conseil de bande faire le travail, c'est la façon de faire. C'est le chaos.
Actuellement, ce que ça amène dans la communauté et dans les communautés inues en général, c'est le chaos. L'auteur-compositeur inou, Florent Volant, a vécu personnellement la perte de son territoire. Il est né en plein bois, justement là où aujourd'hui la minière Cliff exploite le fer. Il vient d'écrire cette chanson après avoir revisité les lieux. Ce qui m'avait touché à l'époque, c'est mon grand-père qui disait « On va devoir s'en aller parce qu'on les dérange ». Comme si nous, on n'avait pas été dérangés par la venue d'une compagnie minière qui a laissé comme trace des tonnes de résidus. Puis nous, on a été obligés de partir parce que le lac dans lequel on buvait, dans lequel on se lavait, dans lequel on pêchait aussi, puis bon, ce lac-là est devenu complètement rouillé. C'est pour mettre fin à cette époque que les minières accordent des contrats et dédommagent les Inuits. Mais le secret qui entoure ces ententes et comment l'argent est dépensé divise la communauté. Ces millions qu'ils nous proposent, c'est des millions pour nous tasser. Voilà les millions, retournez dans vos réserves puis laissez-nous faire. Partout sur la Côte-Nord, les conseils de bande sont sous pression. Ils cherchent le moyen de financer les besoins en éducation et en santé de leur communauté. Mais ils sont bien seuls pour faire face aux compagnies, affirme René Boudreau, auteur et négociateur. Il me semble qu'il y a une responsabilité d'État ou de société d'État de développer des ententes qui vont quand même permettre un vrai développement et non pas de mettre en marche un vaste système d'écrans ou de prête-noms d'entreprises autochtones qui ne donnent pas grand-chose, sinon enrichir quelques individus qui en profitent et qui en profitent aussi pour déposséder la communauté de la gestion de ses affaires. L'effet visible, c'est que les conseils de bande accordent l'exclusivité aux entreprises du Sud. De Ouachat à Nutashquan jusqu'à Pakwashipi à la frontière du Labrador, les entreprises du Sud verrouillent le territoire des Autochtones. Mais est-ce que cela sert bien les communautés? L'une des conditions essentielles à la concrétisation d'un plan Nord valable et pour la société québécoise et pour les sociétés, les peuples autochtones, c'est à condition que ça amène un véritable développement dans le Nord, pas d'enrichir strictement un certain nombre d'entreprises québécoises. Après la pause, où sont passés les profits de ces partenariats? C'est assez particulier. On s'explique mal comment un contrat qui, au départ, était de 31,5 millions, n'a pas pu générer de dividendes pour l'actionnaire qui est la communauté. À Nutashquan, la population a occupé le chantier du prolongement de la route pour voir plus clair quant aux avantages du partenariat pour la communauté. Rodrigue Wapistan a été élu chef cet été. Depuis, il tente de savoir ce que les contrats avec Construction Polaris, le partenaire, ont rapporté depuis 3 ans. Ça ne profite pas à la communauté. Vous voyez l'état de nos routes. Vous voyez l'état de notre système d'aqueduc. Bien, des fois, là, notre service est arrêté 2-3 jours. Mais il n'arrive même pas à obtenir les bilans des compagnies créées sous l'administration du chef précédent. Il a demandé l'aide d'un avocat. Salut Rodrigue, ça va? Une véritable bataille juridique s'enclenche pour obtenir les chiffres et amène une surprise après l'autre. D'abord, en ce qui concerne le partenariat avec Rémabec pour le contrat de déboisement. À ce jour, et ça c'est l'information que Rémabec nous a donnée, il n'y a pas eu de bénéfice ni de dividendes de verser à la communauté. C'est assez particulier. On s'explique mal comment un contrat qui au départ était de 31,5 millions n'a pas pu générer de dividendes pour l'actionnaire qui est la communauté. Quant à la construction de la route, impossible de savoir exactement les profits versés à la communauté. Construction Polaris a sous-contracté plusieurs travaux à ses propres filiales.
Quand c'est un partage des profits, ça paraît bien, ça sonne bien, on va partager les profits, ça va bien, mais il n'en reste pas beaucoup à l'autre bout quand toutes les sous-entreprises, les sous-contracteurs qui appartiennent à l'entrepreneur sont passés. Lors de notre passage en juin, le directeur général soutenait pourtant qu'il y avait eu des retombées pour la communauté. L'an dernier, vous avez fait quoi comme profit? Ben, écoutez, là, on a fait plusieurs millions là, de profits. Là. On a fait, probablement, on a fait à peu près 3 millions l'année passée. Là, puis c'est réinjecté, puis c'est pour faire rouler la corporation aussi, là, pour développer d'autres créneaux d'affaires. Là. De ses profits, le conseil de bande a investi un demi-million pour ce terrain sur le boulevard Charest à Québec. 230 000 $ pour lancer une compagnie d'aviation. Et prêter 1 800 000 à son partenaire, Construction Polaris. Pour l'avocat du nouveau chef de Natashquan, les conseils de bande ne sont pas de taille pour négocier d'égal à égal. Pensez-vous qu'un conseil de bande qui a de la peine à sortir la tête de l'eau pour soigner ses gens, loger ses gens, est capable de faire face à une entreprise comme ça? Je ne le pense pas. Ça prend une réglementation adéquate. Quand le provincial décide d'investir ou de donner des contrats de gré à gré, il faut imposer une certaine structure aussi dans l'exécution du contrat. Profit plancher, obligatoire. Un mot à dire sur la sous-traitance. Plancher d'emploi. Sans ça, je pense qu'on le fait pour rien. On le fait pour rien. Enfin, on le fait pas pour tous. De son côté, Joël Malek a essayé d'alerter Hydro-Québec à l'effet que les contrats octroyés de gré à gré ne profitaient pas aux communautés autochtones. Mais ces mêmes contrats-là, gré à gré, eux autres, après ça, ils s'en lavent les mains et ils disent « c'est plus de nos affaires, c'est vos affaires, vous le gérez comme vous voulez ». Et ils savent que finalement, ce sont des entreprises du Sud blanches qui... Ah, moi, ils m'ont carrément répondu c'est plus de nos affaires, c'est plus de nos affaires. Hydro-Québec a refusé de nous accorder une entrevue, de même que le ministère des Transports. Le responsable du secrétariat des Affaires autochtones du Québec, qui vient de quitter son poste, croit que le gouvernement abandonne les Inuits à l'appétit des grandes compagnies. Ils savent très bien qu'ils sont délaissés pour compte. Ils savent très bien qu'on est là momentanément. On fait de l'argent, beaucoup d'argent, les gouvernements ou les compagnies. Mais eux, est-ce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui a fait l'analyse de ce qu'on leur prend sur leur territoire et qu'est-ce qu'on leur retourne? Quand on se promène à Natashquan, la prospérité annoncée par le Plan Nord n'est pas très visible. Aujourd'hui, je me rends compte que, au niveau de ma communauté, c'est sûr que la politique a pris le dessus sur les décisions sociales. Puis quand la politique décide, t'as plus de pouvoir en tant que membre de la communauté. T'as aucun pouvoir. Aucun pouvoir, tu vois. Nous profitons de la diffusion de ce reportage pour lancer une nouvelle page Internet, Transparence Plan Nord, où vous trouverez des documents et des ententes mentionnés dans le reportage. La page sera en constante évolution. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Le lien pour accéder à Transparence Plan Nord apparaît désormais sur la page web d'Enquête. Après la pause, une enquête sur des enfants en grande difficulté et ceux qui les ont laissés tomber. Je trouve ça terrible. Je savais pas que c'était connu puis qu'il avait donné des contrats à cette dame-là tout en sachant qu'elle avait pas de compétences. En février dernier, Enquête avait révélé les pratiques alarmantes d'un couple de l'Est de Montréal qui s'était bâti un petit empire en exploitant des familles et des enfants vulnérables. Le Centre jeunesse de Montréal, qui leur avait accordé contrat sur contrat, a toujours nié avoir été au courant de quoi que ce soit. Mais de nombreux faits nouveaux prouvent que le désastre aurait pu être évité. Retour sur Enquête. Manon Hubert et Daniel Roy ont maintenant quitté le triplex de la rue Desjardins et les entreprises qui l'abritaient. Au troisième, la ressource La Fontaine, un foyer de groupe pour petits-enfants perturbés ou abandonnés. Il est maintenant fermé. Il y avait des sorties, il allait au restaurant, il mangeait au restaurant tous les jours, mais les enfants n'avaient pas de nourriture. Au premier, La Transition,
un service de visite supervisée où des parents sous surveillance visitent leurs enfants quelques heures. Je suis certaine que je suis pas la seule là, qui en a souffert puis qui en a même perdu des enfants dans tout ça, là. La relation d'affaires entre Manon Hubert, Daniel Roy et le Centre jeunesse de Montréal aura duré 7 ans. La direction a toujours maintenu n'avoir jamais été au courant des abus et des mauvais traitements. Une version contredite par des dizaines de personnes qui nous ont contactés. Le Centre jeunesse savait, et depuis longtemps. Véronique Coulombe travaille à la Maison des familles Mercier-Est. Ici, au début des années 2000, on supervise des visites entre des parents et les enfants dont ils ont perdu la garde. C'est un contrat en sous-traitance du Centre jeunesse de Montréal. La maison embauche Manon Hubert et son mari Daniel Roy pour ce travail délicat. Leur tâche, observer et noter pour le tribunal, de façon neutre. Mais très vite, Manon Hubert dépasse les limites. C'est elle qui posait ses règlements, si on peut dire, sans trop se soucier nécessairement des consignes que les travailleurs sociaux donnaient au dossier. Il y avait un très grand jeu de pouvoir qu'elle se donnait puis qu'elle jouait avec les familles aussi. Manon Hubert va jusqu'à faire de fausses promesses aux parents qu'elle supervise. Des phrases du type si ça fonctionne bien, peut-être que tu vas pouvoir avoir ton enfant parce que c'est moi qui inscris à la DPJ, qu'est-ce que tu fais? Alors que c'est pas du tout elle qui prend ce genre de décision-là. Pas du tout. Les fautes s'accumulent. Elle fait preuve d'ingérence, désobéit aux ordres de cour. Elle ment aussi sur les heures travaillées par son mari. Printemps 2005, après un avis disciplinaire officiel, Manon Hubert est sur le point d'être congédiée. Mais elle ne manque pas d'audace. Elle contacte le Centre jeunesse et propose de fonder son propre service de supervision. Est-ce que c'était concevable dans votre esprit qu'elle puisse obtenir un contrat en bonne et due forme du Centre jeunesse de Montréal? Non, pas du tout. Du fait que, avec toutes les erreurs et les plaintes qu'on a reçues, donc c'était impossible. Impossible, au point où la Maison des familles prend la peine de contacter le Centre jeunesse pour les mettre en garde. On l'a trouvée incompétente, finalement, dans ce qu'elle faisait. Le Centre jeunesse était au courant de son incompétence. Nous avons retrouvé la chef de service du Centre jeunesse qui a approuvé la candidature de Manon Hubert. Anne-Marie Fournier a refusé de nous accorder une entrevue à la caméra, mais elle confirme avoir été avertie. La Maison des familles nous a indiqué de faire attention. Il pouvait y avoir des écarts de conduite du côté de M. Roy et de Mme Hubert. Mais ils sont seuls sur les rangs. Et pour le Centre jeunesse, l'opinion de la Maison des familles ne pèse pas bien lourd. On n'avait rien de tangible qui nous permettait de croire qu'on ne pouvait pas prendre leur candidature à ce moment-là. Comme quelqu'un qui a des traces à son plumitif. Ça, c'est tangible. Autrement dit, comme le couple n'a pas d'infraction criminelle à son dossier, la voie est libre. Mais sont-ils qualifiés? Manon Hubert et Daniel Roy ont tous les deux travaillé comme agents de sécurité. Leurs entreprises ont fait faillite 3 fois. Et surtout, ils n'ont aucune formation académique pertinente. N'empêche, le contrat est signé. La transition ouvre ses portes au printemps 2005. La famille de Sylvie a été l'une des premières supervisées par l'équipe de Manon Hubert. Il fallait que je me tienne tranquille puis que je fasse pas trop de vagues à la transition parce que ça pouvait me faire perdre beaucoup d'accès avec mes enfants. Sylvie devait se tenir tranquille parce qu'elle avait brièvement travaillé pour Manon Hubert, qui venait d'ouvrir une agence de voyage illégale. Elle savait donc beaucoup de choses sur le couple qui supervisait sa famille. Puis le mari m'avait dit « Nous autres, on ne te fera pas de problème ici, tant que toi, tu ne nous feras pas de problème non plus. » Que comme il m'avait invité à ne pas en parler. Sylvie est dans une situation délicate parce que Manon Hubert est appelée à témoigner à son sujet. Au tribunal,
elle s'aperçoit que la directrice émet tout à coup des jugements très durs sur ses compétences parentales. Elle a dit que mon enfant, il n'y avait plus de lien avec moi, que le lien entre moi et mon enfant était mort, que mon enfant ne me regardait pas, il n'était pas affectueux avec moi, ce genre de choses-là. Alors, pour être bien clair, est-ce qu'elle a assisté à vos visites avec votre enfant? Aucune. Même pas un arrivé ou un départ avec mes enfants. L'avocat de Sylvie a d'ailleurs réclamé que le témoignage de Manon Hubert soit écarté dans cette cause. Excédée, la jeune mère dépose plusieurs plaintes au Centre jeunesse sur la mauvaise qualité des rapports de visite. Est-ce qu'on a statué sur vos plaintes? Jamais. Les affaires du couple vont de mieux en mieux. La transition accueille jusqu'à 200 familles par week-end à 40 $ la visite. Ils embauchent leur famille et des dizaines d'autres employés, souvent sans formation. En 2008, ils ouvrent la Ressource La Fontaine, le foyer de groupe pour petits-enfants en difficulté. Un autre contrat du Centre jeunesse qui paie 114 $ par jour par enfant. Le couple voyage très souvent, laissant parfois ses employés sans ressources. Un jour où Sylvie mange avec ses enfants au premier étage, les employés du troisième lui demandent de partager sa nourriture. Il était vraiment mal pris. Mme Hubert puis son mari, M. Roy, ils n'étaient pas là depuis plusieurs jours à Montréal. Puis eux autres manquaient carrément de nourriture pour les enfants, mais il n'y avait rien, pas une tranche de pain, pas rien. Et cette situation-là que vous venez de nous décrire, vous l'avez transmise à des intervenants du Centre jeunesse et même à des chefs de service? Je me rappelle d'avoir été très haut là, avec les chefs de service, les adjoints cliniques, pour leur dire, écoutez, il se passe quelque chose là-bas, là, les enfants n'ont même pas de manger. Ça m'est arrivé d'appeler mon conjoint, de lui dire « Amène-moi des nouilles et de la sauce, je vais faire du spaghetti pour les enfants avec la nourriture qui était chez moi parce qu'il n'y avait rien. » En 2008, Joëlle Lafleur travaille à la Ressource La Fontaine. En plus des frigos vides, elle a vu Daniel Roy corriger physiquement des tout-petits. Avant et après sa démission, elle a alerté le Centre jeunesse. On ne l'a jamais rappelé. J'ai pas été la seule qui a vu ce genre de comportement-là. Ma collègue qui était là, elle a été témoin aussi de d'autres événements. Puis elle aussi, elle en a dénoncé. J'ai pas été la seule. Et dès 2009, de plus gros joueurs dénoncent eux aussi les agissements du couple Roy-Hubert. Le pédiatre Gilles Julien monte jusqu'à la tête de la DPJ pour se plaindre. La directrice Michèle Dionne le rassure et lui promet de suivre le dossier. On a l'impression d'avoir été floués nous-mêmes parce que ça a continué, cette histoire-là, pendant 2-3 ans, alors qu'on l'avait dénoncé comme une aberration de système. À l'hôpital Sainte-Justine aussi, on s'inquiète. Le service de psychiatrie y évalue des petits pensionnaires de la Ressource La Fontaine. Ils arrivent parfois du foyer avec des lunchs pourris, des vêtements déchirés et des peurs inexpliquées. Démarche sans précédent, une psychoéducatrice de Sainte-Justine se rend sur place le 13 octobre 2009. Elle y trouve un milieu vraiment inadéquat. Pour son grand patron, le docteur Marc Girard, le Centre jeunesse aurait dû réagir. Ça paraissait clair pour nous qu'il y a des changements majeurs qui devaient être faits à l'intérieur de cette ressource-là. 3 semaines plus tard, les psychoéducatrices convoquent une réunion d'urgence où sont présents Daniel Roy et 2 responsables du Centre jeunesse. C'est encore une fois une première. Que nos intervenants ici ne vont pas voir les environnements à chaque fois, puis ils ne rencontrent pas la travailleuse sociale plusieurs fois, puis ils ne rencontrent pas forcément le superviseur. Donc, ils sont allés à plusieurs niveaux d'intervention pour faire part de leurs craintes, de leurs inquiétudes et surtout leur faire part qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent. Mais Sainte-Justine n'a constaté aucun changement. Et le docteur Girard se pose de sérieuses questions. Je pense qu'on est un peu choqué. On est sous le choc quand on constate ces situations-là. C'est clair que lorsqu'on apprend qu'il y a eu plusieurs interventions de différents intervenants et que l'action n'a pas suivi, on est encore plus choqué. À la même époque, à la transition, ce qui commence à choquer, c'est l'apparent manque de rigueur de Manon Hubert.
même devant le tribunal. En 2009, un juge rejette carrément son témoignage. Il lui reproche de se prononcer sans avoir lu le dossier. Les blâmes s'accumulent et les incidents troublants aussi. Août 2010, 2 enfants sont enlevés par leur mère pendant une sortie supervisée. Ils seront retrouvés en Ontario. Le Centre jeunesse n'a pas exigé qu'on resserre les mesures de sécurité à la transition. L'alarme aura donc sonné, 10 fois plutôt qu'une. Il aura fallu que l'équipe d'enquête s'intéresse au dossier pour que le Centre jeunesse résilie les 2 contrats du couple. À ce moment-là, le directeur du Centre jeunesse soutenait toujours n'avoir rien négligé. Et on a pris les devants, on a vérifié toutes les informations qu'on a eues. On n'a pas de raison de penser que les enfants ou les familles ont subi des préjudices de la situation actuelle, mais c'est certain qu'on va continuer à examiner cette situation-là pour s'en assurer. Cet examen a-t-il été fait? Qui sont ceux qui ont laissé la situation déraper année après année? Le Centre jeunesse a refusé de répondre à nos questions. Mais pour ceux à qui nous avons appris que le Centre jeunesse connaissait la réputation de Manon Hubert avant de signer son contrat, la page est difficile à tourner. Je trouve ça terrible. J'en reviens pas. Je savais pas que c'était connu. Vraiment, tu me mets vraiment tout à l'envers. Je savais pas que c'était connu puis qu'il avait donné des contrats à cette dame-là tout en sachant qu'elle avait pas de compétences. Lorsque le Centre jeunesse dit « on ne savait pas », vous répondez « Il aurait dû savoir ». 9 mois après notre reportage, le bilan. Le Centre La Transition existe toujours. Les visites supervisées de centaines de familles y sont maintenant gérées par le YMCA local. À la ressource La Fontaine, un éducateur a été accusé de voies de fait sur les enfants. Et nous avons appris que la police et la DPJ enquêtent actuellement sur un autre employé soupçonné de maltraitance. Daniel Roy et Manon Hubert, eux, n'ont été accusés de rien. Ils nient en bloc les faits rapportés dans ce reportage. La semaine prochaine, Enquête, quand le Mont Everest se transforme en foire commerciale pour touristes extrêmes, avec comme conséquence la mort d'une Canadienne inexpérimentée. Je suis impatiente d'y arriver et de hisser le drapeau du Canada. Je ne pense qu'à ça. Shriya Shah réalise son rêve. Elle atteint le sommet du Mont Everest. J'ai pensé que si elle avait pu réussir ça, elle devait être aussi capable de redescendre. Au-delà de 8000 mètres, c'est comme être dans l'espace. Le manque d'oxygène démolit le corps. Merci d'avoir été là. Bonsoir et à la semaine prochaine.